C'est parti. Hihi. Même pas un petit regard pour toi. Tiens, regarde. On est venu chercher des écrevisses pour le déjeuner. Tu vas en douceur, ouais. Elles vont descendre. On descend. Hihi. C'est un endroit magnifique. Bien dégagé. Bougez plus, ne bougez plus. La chance. Ce n'est pas la peine de se rendre aux quatre coins du monde pour constater les dégâts environnementaux. Dans notre bel hexagone, il y a beaucoup à faire pour retrouver une relation harmonieuse avec notre environnement. Pour apporter des solutions à la crise écologique que traverse la France, le Grenelle de l'environnement fut créé en mai 2007. Des mesures phares ont été proposées et des impératifs instaurés. Qu'en est-il aujourd'hui ? Je suis allée rendre visite aux dauphins, loutres, moules perlières et même aux vieux chênes, coulant des jours heureux dans les bocages du Limousin. J'y ai rencontré une France méconnue, faite d'hommes et de femmes engagés qui ont décidé de se battre pour que l'équilibre entre nous et notre environnement soit préservé. J'ai décidé de commencer mon voyage dans l'Hexagone par la Méditerranée. Plus précisément au large du Cap Ferrat qui se situe entre Nice et Monaco. Me voici donc à bord de ce magnifique voilier qui appartient à SOS Grand Bleu, une association créée en 1989 par René Vestry, le maire du Cap Ferrat, pour lutter contre le massacre des cétacés. Oui, ils sont là. Ils sont là. Bah, ils sont assez longs quand même. Il y a un couple, c'est peut-être les grands dauphins, hein. C'est les grands dauphins. Super longs quoi. Ils sont tout petits de taille, hein. C'est pas vraiment des gros adultes, hein. Parce que normalement, il y a un groupe d'une cinquantaine qui se promène dans la région, hein. Ils doivent faire partie de ce groupe. Regardez si les autres se baladent par là. Et là, ils sont en train de chercher la nourriture, hein. Quand on les voit comme ça, plonger, refaire surface, et à tous les coups, ils sont en train de suivre un petit banc de sardines ou de harengs ou d'anchois. Mais ils ont l'air de s'éloigner maintenant. Jean-Pierre Sidois, passionné de dauphins et militant écolo de toujours, dirige SOS Grand Bleu depuis sa création. Qu'est-ce qui vous inquiète là, Jean-Pierre? Vous regardiez le catamaran approcher? Ben, je voyais un petit peu trop de monde autour des dauphins. Voilà, c'est un problème local. Quand les dauphins se viennent près comme ça de la côte, il y a beaucoup de gens qui viennent les embêter, des fois sans le savoir. Parce que les gens ignorent un petit peu les réglementations, ils ignorent que ce sont des espèces protégées. Et donc, ils subissent souvent le harcèlement des bateaux. SOS Grand Bleu est l'un des organismes à l'origine du sanctuaire de Pélagos, un espace maritime de 87 500 km² qui a fait l'objet d'un accord entre l'Italie, Monaco et la France pour la protection des mammifères marins. Sanctuaire Pélagos, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de cône en fait, qui s'étend de la presqu'île de Gion, de la lagune de Burano, et qui fait un cône comme ça, englobant toute la Corse, et qui va jusqu'au nord de la Sardaigne. Les fonds marins, qui sont relativement irréguliers, il y a des promontoires, des gouffres. Les vents particuliers de cette région de la Méditerranée en font une zone très riche. Il y a beaucoup de zooplancton. Comme il y a beaucoup de zooplancton, il y a beaucoup de prédateurs de ce zooplancton. Donc il y a beaucoup de poissons et ensuite de cétacés. Et donc le sanctuaire Pélagos, il est né de cette idée. On a ici une zone où se rencontrent énormément de cétacés, des dauphins mais aussi des baleines. Mais c'est aussi la Côte d'Azur. Et comme c'est la Côte d'Azur, il y a beaucoup de tourisme, énormément de tourisme. Le tourisme est loin d'être le seul responsable des dommages causés aux mammifères marins. Une autre activité humaine les menace, la pêche. Beaucoup de dauphins, enfin de mammifères marins, sont pris au piège dans les filets
Absolument. En particulier certains filets. Absolument. Et les filets dérivants, c'est ceux qui nous ont fait découvrir le phénomène. Parce que le filet dérivant, ça pouvait faire jusqu'à 30 km de long. Donc, ce sont des grands murs de 30 km sur 40 mètres de profondeur. Alors, quand c'est des filets verticaux, hein, oui, c'est ça? C'est des filets verticaux qui dérivent, voilà, qui flottent et pendant toute une nuit. Et quand il y a un groupe de dauphins qui vient se prendre dedans, comme c'est des filets très très fins, ils se trouvent emprisonnés. Et étant donné que c'est des mammifères, eh bien, ils meurent noyés au fond de l'eau. Les recensements effectués en Méditerranée concernant le dauphin commun sont alarmants. En 10 ans, le nombre d'animaux comptabilisés en mer Ionienne est passé de 150 à 15 individus, et cela dans une zone protégée. On est proche de l'extinction à cet endroit. La cause de cette disparition vient de l'intensification de la pêche des poissons de surface, tels les harengs, anchois ou sardines, qui constituent sa principale nourriture. Celle-ci se raréfiant de façon dramatique, le dauphin commun disparaît avec elle. Les dauphins ne sont pas les seuls à subir la pression des hommes. La multiplication des gros navires dans la Méditerranée est l'une des causes de mortalité chez les grands cétacés. Les incidents se passent généralement la nuit, lorsque les baleines dorment. À ce moment-là, la majeure partie de leur cerveau est ralentie. La baleine n'a pas le temps d'éviter le bateau. Les campagnes de sensibilisation, les luttes juridiques pour interdire les filets dérivants, la création du sanctuaire de Pélagos, autant de combats menés par SOS Grand Bleu pour permettre à tous les habitants de la Méditerranée de vivre en paix dans leur environnement. Mais beaucoup reste encore à faire. Le sanctuaire Pélagos, qui résulte du travail commun de trois pays, est une idée merveilleuse. J'espère que d'autres pays méditerranéens vont rejoindre le projet de façon à augmenter la superficie, voire généraliser à toute la Méditerranée cette idée de sanctuaire. Parce que sanctuaire, c'est pas une réserve biologique quelque part, c'est juste un endroit où on se décide à respecter un code de bonne conduite. Bonne conduite environnementale, c'est pas grand-chose, on n'interdit pas la pêche, on n'interdit pas la plaisance, on n'interdit pas les recherches scientifiques, on peut tout faire, juste en respectant un peu plus les cétacés. On sait qu'ils sont en danger. C'est pas toujours drôle l'écologie, mais oui, on sait qu'ils sont en danger, les mammifères marins. Ils sont victimes de la pollution, de la pêche, des collisions avec les bateaux. C'est un peu comme les tortues, c'est pas très... c'est difficile à porter. C'est un travail difficile. Jean-Baptiste Sénégas est biologiste marin et responsable du Centre d'études et de sauvegarde des tortues marines de Méditerranée, une sorte d'hôpital pour tortues. Dans le milieu naturel, ça, ce sont des blessures qui guérissent beaucoup plus rapidement. Ça a une force incroyable, les tortues. C'est une tortue qu'on a quand même depuis une année au centre de soins. Lorsqu'elle est arrivée, la blessure venait de se produire, donc on a pu réaliser des points de suture. Donc ici, on voit une grosse cicatrice. Ouais. Donc là, on avait fait plus de 20 points de suture et la plaie était très profonde et avait perforé les poumons. C'est vrai que l'hélice a tranché le muscle, les tendons, l'os. Donc on a une patte qui restera là, mais dont elle ne pourra plus se servir. C'est un phénomène très courant chez les tortues. Il y en a beaucoup à qui il manque un morceau de nageoire. Il n'y a pas que les hélices des bateaux, hein, elles se font croquer par des... Elles ont des prédateurs quand même, elles peuvent se battre, il peut leur arriver des tas de choses, elles peuvent se blesser. Et puis, à la suite d'une infection de la plaie, en fait, perdre un petit morceau de nageoire, c'est des choses qui sont possibles. Donc, bon nombre de tortues ont des... Il y a des tortues qui sont amputées partiellement ou à qui il manque une nageoire et qui arrivent très bien à vivre dans le milieu naturel. Donc, il n'y a pas de raison qu'on la garde, nous. Celle-là aussi est une tortue kawan. Elle fait partie des tortues les plus communes en Méditerranée. Elle ponte sur les plages qui s'étendent depuis la Grèce et la Turquie jusqu'en Israël et en Libye. Celle-ci a été trouvée sur une plage du Gros du Roi sous un tas de branchages. Elle a été amenée au centre de soins il y a 4 mois. La forme de la blessure n'est pas très régulière, ce qui laisse à penser que c'est une collision qui a créé cette plaie
plutôt qu'une hélice de bateau. Ce qui est sûr, c'est que c'est une tortue qui se nourrit, qui nage correctement et qui donc, malgré son handicap, est une candidate au relâché. Voilà, allez viens ma biche. Donc c'est à la grâce de Dieu qui part. Ça, on peut lui mettre sur la Tu mets juste sur la carapace. Hein. Donc ça c'est pour rester hydraté. Quand on porte les tortues de mer comme ça, elles ont tellement de force dans les nageoires, elles te mettent des claques très douloureuses. Fais gaffe. C'est bon. T'es bien? T'es là? Ouais. Tu me dis? Tu la poses? Allez, bon vent? Vas-y. C'est parti! Hihi! Même pas un petit regard pour toi. Elle demande pas son reste. Hein. Ah non, elle demande pas son reste. C'est mieux comme ça d'ailleurs. Elle est partie. On est à 10 000 de la côte. Il fait pas très beau aujourd'hui. La température de l'eau est clémente, très clémente pour une Bretonne. Et pour une tortue, elle doit être 18 degrés, je pense. C'est bien, mais en fait, il y a une raison pour laquelle on la relâche aujourd'hui. C'est pas l'été, la température en Méditerranée est plutôt froide. Par contre, c'est plus l'été. Donc, il y a beaucoup moins de bateaux, beaucoup moins de trafic en mer. Et donc, Jean-Baptiste préfère relâcher les animaux un peu plus tard, même si la température de l'eau est plus basse, qu'en plein été où les risques de collision avec les bateaux sont importants. Alors, elle va pas s'approcher trop des côtes normalement, parce qu'au fur et à mesure que l'hiver va arriver, la température de l'eau va chuter, surtout à la côte. Elles ont tout intérêt à rester au large, parce que l'eau est plus chaude. Attention, Voilà numéro 2. ne pas tomber à l'eau. Être une tortue, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. C'est pas un job facile. Alors déjà, elles ont des prédateurs naturels. On va commencer par là. D'accord ? Les tortues peuvent se faire croquer par les requins. Elles ont des prédateurs quand elles sont petites. Au fur et à mesure qu'elles grandissent, elles en ont de moins en moins et de plus en plus sérieux. Puis après, il y a l'homme et l'activité de l'homme. Donc les filets, la pêche, c'est vraiment le plus grand danger que courent les tortues aujourd'hui. Les tortues sont victimes de la pollution, beaucoup. Les tortues avalent les sacs plastiques parce qu'elles pensent que c'est des méduses. Les tortues peuvent aussi faire des obstructions intestinales parce qu'elles mangent des déchets qui résultent de l'activité de l'homme. Alors parfois des capsules, des morceaux de plastique qui au fur et à mesure se recouvrent de petites algues et de petits coquillages. Et ça a plus l'air d'être une capsule. Ça ressemble à un petit truc appétissant qui se promène devant elle, elle le croque. Et finalement, elle se retrouve, on retrouve dans beaucoup de tortues à qui on fait des autopsies, des déchets. Ensuite, elles sont victimes des accidents mécaniques avec les bateaux, les engins de pêche. Et de façon un peu plus spécialisée, les tortues mangent des organismes plus petits qu'elles. Elles ont leur régime alimentaire en fait des accumulateurs de xénobiotiques, de métaux lourds, de pesticides, de tout ce qu'on veut. Ça fait beaucoup de choses pour des petites tortues. Sans parler de la destruction de leur site de ponte et tout ça, mais je continue. Je quitte notre petite tortue et la Méditerranée pour me rendre en Bretagne. Mais en chemin, je fais une halte dans le marais Poitevin. Ici se trouve une magnifique réserve naturelle qui illustre bien toutes les contradictions de notre système politique, à la fois porteur de progrès et de recul écologique. Nous
sommes au petit matin dans le parc interrégional du Marais Poitevin, plus précisément aux portes de la réserve naturelle. On va partir à la rencontre de Hugues, le conservateur de cet espace qui est géré par la Ligue de protection des oiseaux dans un des plus beaux observatoires d'Europe. Hugues Détouche est le conservateur de la réserve naturelle du parc interrégional du Marais Poitevin, la crème de la crème des observatoires ornithologiques européens. On se retrouve dans une boîte de luxe. On est dans un observatoire ornithologique, on est dans un endroit privilégié puisqu'on peut observer les oiseaux dans des parfaites conditions, longue vue, tabouret, à coudoir, etc. Sans déranger. On est là sur un espèce d'aéroport international entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe du Nord. Ça n'arrête pas, chaque mois c'est jamais la même chose. Ça part, ça revient. Là encore ces jours-ci, il y a des grues cendrées qui sont arrivées, des oies cendrées qui sont arrivées, il n'y en avait pas il y a 3 semaines. Voilà. Ça n'arrête pas, donc c'est un observatoire de la vie entre l'Afrique et l'Europe qui se passe ici sous nos yeux, quoi. Cette réserve naturelle de 100 000 hectares a vu le jour en 1976 grâce à un homme, Michel Brosselin, ornithologue hors pair et ingénieur agronome. Missionné par l'État pour identifier les meilleurs marais de l'Atlantique, il s'est dit que ce lieu était extraordinaire, qu'ici, c'était véritablement la Camargue de l'Ouest. C'était au moment des grandes mutations agricoles des années 70. Ce monsieur au nez fin a pensé qu'il fallait protéger ce territoire écologiquement remarquable de la menace de l'agriculture extensive. Malheureusement, la création de ce parc n'a pas suffi à freiner le développement de la monoculture. C'est une longue histoire qui est entre l'homme et la nature. Ici, ce sont des terres qui ont été gagnées sur la mer par l'homme. La mer s'est retirée, l'homme a conquis des terres à peu près 1 kilomètre tous les 100 ans. Et l'homme y a toujours fait de l'élevage et de la culture, tout le temps. Sauf que dans les années 70, les techniques de production en céréaliculture notamment, se sont perfectionnées, les machines ont grandi, l'homme a accru sa technicité, ce qui fait qu'il a adapté, il a façonné, il a continué à façonner avec des moyens colossaux ce paysage. Et la contrepartie, c'est quoi? Eh bien, c'est une perte importante de la biodiversité, de la richesse écologique de ces territoires qui sont exceptionnels. On est juste aux portes de la réserve. Oui. On est venu chercher des écrevisses pour le déjeuner. Parce que ici, c'est écrevisses au petit-déj, au déjeuner et au dîner. En fait, on cherche des écrevisses de Floride, qui est donc, Louisiane. De Louisiane, pardon. On cherche donc des écrevisses de Louisiane, qui sont malheureusement les écrevisses qu'on trouve le plus fréquemment dans le Marais Poitevin. Non mais il y en a plein là d'écrevisses. Tu vas voir. Tiens, regarde. Ah, regarde. attends, mais t'en as pas qu'une. Ouf, t'en as pas qu'une. Voilà, il y en a pas mal. Voilà, ça c'est l'écrevisse de Louisiane, c'est typique. Comment tu sais qu'elle est de Louisiane? Alors bon, elle a un rostre assez long. Il y avait avant l'écrevisse américaine qui était beaucoup plus rablée. Ouais. Alors ça envahit tous nos canaux, fossés, les grands, les petits. Les premières qui ont été vues, c'était en 2003. Dans les canaux, les fossés, tout ça, avant, il y avait beaucoup d'anguilles, de brochets. Ce qui fait que dans les années, par exemple, 30 ou 40 ou 50, on aurait mis comme ça une écrevisse, je pense qu'elle se serait fait bouffer rapidement. Sauf que là, comme il n'y a plus de ces prédateurs, eh bien, il y a un boulevard pour que ces espèces-là se développent. L'écrevisse de Louisiane peut faire 900 œufs par ponte et prolifère à toute vitesse. Ce qui est inquiétant, c'est que ces petites bêtes sont omnivores. Elles font disparaître les herbiers aquatiques, les larves de libellules, les pontes des amphibiens. Bref, elles appauvrissent tout l'écosystème.
Nos routes, nos zones d'activité et d'habitation, ce qu'on peut appeler la trame grise, empêchent la faune sauvage commune de se déplacer librement. Le Grenelle de l'environnement a donc décidé la création de la trame verte et de la trame bleue. Elle permettrait de donner une continuité aux écosystèmes pour que les animaux puissent circuler sans rencontrer d'obstacles. Nos rivières font partie de cette trame bleue. Me voilà en Bretagne avec Pierre-Yves Pascaud, biologiste. Ici, le programme européen Life Plus développe un projet surprenant. La réintroduction de la moule perlière d'eau douce, autrement appelée mulette. Là, ici, en fait, j'ai une coquille en fait, de mulettes. Donc, elles ne sont pas très grandes, hein, elles font une petite dizaine de centimètres. Elles sont enfoncées en fait, dans les sédiments jusque-là. Et elles ont 2 siphons. Il y a un siphon donc, face au courant, par lequel en fait, elle inhale l'eau, et l'autre, en fait, elle recrache l'eau. Donc elle a un pouvoir filtrant en fait, très important. Une mulette adulte, en une seule journée, elle peut filtrer 50 litres. Donc vous imaginez en fait un millier de mulettes qui filtrent 50 litres par jour, ça fait en fait un pouvoir filtrant très très important. Plusieurs actions pour la réintroduction de la mulette sont menées simultanément grâce à l'association Bretagne Vivante. Voici la pisciculture de Praspar. Ici, au milieu des truites et autres poissons, on a décidé en 2011 d'élever des moules perlières. L'objectif de cet élevage est de pouvoir disposer d'environ 2000 mulettes d'ici 4 à 5 ans. On est dans des petits bassins de pisciculture dans lesquels se trouvent des poissons, en particulier des truites. Ces truites sont infestées, et c'est ce qui nous intéresse, par des larves de moules d'eau douce. Alors, on est venu jusqu'ici pour étudier les moules d'eau douce, ça fait marrer tout le monde, mais en fait, c'est important. Même si la moule d'eau douce, c'est pas une espèce emblématique, hyper sexy, comme peuvent l'être la loutre ou le panda. Pourquoi est-ce qu'on étudie la moule ici, en fait? Parce que c'est une espèce de référence, une espèce parapluie qui témoigne de la qualité de l'eau de nos rivières et du lit de nos rivières. Si on protège la moule d'eau douce, alors l'écosystème rivière est en pleine forme et tout va bien. Donc on va mettre un peu d'eau dans le seau. Voilà. Et puis on va prendre un poisson. Donc des petites truites fario, originaires de l'Élèze. Donc on va en prendre une. Le responsable de cette exploitation, Pierrick Dury, m'a fait découvrir un monde surprenant. Là aussi. Voilà, on a une petite truite de quel âge en fait? C'est une truite de l'année là. Et on va prélever une branchie pour voir que l'infestation a bien eu lieu. Je prélève juste, c'est de la mêle branchiale. Hein. Là, un arc branchial là. Voilà. 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 Extra. Je te vois là, chaque petit point là, c'est une mulette qui est fixée sur la branchie de la truite. Au bout de 6 à 8 mois, ces petites larves que nous apercevons au microscope se décrocheront avec pour objectif principal d'atteindre le sédiment de la rivière et de s'enfouir dans le sable. À ce stade de leur développement, elles ressembleront à des petits escargots. Et là, on peut voir qu'elles sont en pleine forme. Si tu regardes bien, tu verras une petite masse verdâtre. Donc là, c'est l'estomac, donc c'est du phytoplancton qui a été ingéré par la mulette. Et on peut également voir le pied qui sort assez régulièrement. Avant de relâcher les mulettes dans la nature, il faut bien évidemment vérifier si l'eau est suffisamment saine pour accueillir ces nouveaux pensionnaires. Je retrouve Pierre-Yves avec pour mission l'analyse d'une rivière voisine, l'Élèze. On va faire un prélèvement d'eau avec cette petite bouteille qu'on emmènera après au laboratoire départemental à Quimper pour recherche bactériaux. Non, ce qui nous intéresse, nous, pour la mulette perlière, c'est les concentrations en, fait, en nitrate et en orthophosphate. D'accord. Alors, ce petit prélèvement pour les nitrates, on y va. Je remplis complètement? Oui. Mais ce n'est pas tout. Pierre-Yves n'en finit pas de recueillir des données. Donc au niveau de la conductivité, on est à 73. 73, en ici, conductivité à 20, ouais, d'accord. Au niveau de la saturation en oxygène, on est à 104. La moule perlière d'eau douce est l'un des invertébrés les plus étudiés. Chaque population a des caractéristiques génétiques particulières. Certaines sont même les témoins vivants d'événements géologiques intervenus il y a plus d'1 million d'années. De véritables dinosaures préservés dans nos rivières. Si les eaux de l'Élèze sont prêtes à les accueillir, nos mulettes seront les baromètres de la santé de son écosystème.
On est sur des cours d'eau de tête de bassin qui sont naturellement en fait, très très acides. C'est bien ça pour une mulette? Sur les Lèzes, au niveau de la qualité de l'eau, c'est un des meilleurs cours d'eau en fait, en Bretagne au niveau de la qualité de l'eau. Donc pour les mulettes perlières, c'est vraiment très très bien. Les résultats des analyses en laboratoire vont confirmer le diagnostic de Pierre-Yves. Les Lèzes a retrouvé une seconde jeunesse. Ses eaux sont saines et parfaitement adaptées à la vie de nos mulettes. Alors, si je fais une bonne pêche, il faut être rapide parce que ça fait... Allez mes choux. Il est temps maintenant de rejeter les truites infestées par les larves de la précieuse moule. Un exercice de repopulation que j'adore. J'y vais en douceur? Tu vas en douceur, ouais. Elles vont descendre. Hihi. On descend. Hihi. Allez. En ce moment, je rejette 1 million de larves de mulettes accrochées aux branchies des jeunes poissons. Même si le taux de mortalité reste très élevé, un grand nombre d'entre elles survivra dans ce cours d'eau. Grâce à des initiatives comme celle de Bretagne Vivante, nos rivières retrouveront peut-être petit à petit une santé écologique. Cette qualité de l'eau profitera à de nombreux animaux qui vivent dans et autour de nos rivières. Je me rends dans le Limousin au bord d'un des nombreux cours d'eau qui serpentent au milieu d'une nature restée sauvage. Ces rivières saines et gorgées de poissons ont fait de cette région le bastion de résistance d'un petit mammifère vif et intelligent, la loutre. Stéphane Raymond était pisciculteur. Il s'était installé en 1998 en plein cœur du plateau de Millevaches en Corrèze. C'est là qu'il a rencontré la loutre. Quand je suis arrivé dans cette région, la loutre, animal que je ne connaissais pas, comme beaucoup de gens, elle connaissait bien mes truites et elle me causait le désagrément de me faire perdre mon cheptel. Et pour réussir à m'en protéger, j'ai commencé à connaître cette espèce et puis je me suis passionné pour cette espèce. La guerre est déclarée entre Stéphane et les loutres. Mais plutôt que de les tuer, Stéphane cherche à s'en protéger. Béton, grillage, blindage, son élevage devient un site pilote de la lutte anti-loutre. Parfois, des loutres trouvent de nouvelles stratégies pour réussir à rentrer. C'est le but d'un site pilote, on expérimente et on rajoute des choses. Et à l'heure actuelle, donc là maintenant, ça devient une vraie forteresse anti-loutre. Il y a quelques années, Stéphane a décidé de se reconvertir pour se consacrer exclusivement à la loutre. Il a vendu son élevage à Hugues avec comme condition impérative de continuer son travail, c'est-à-dire de ne pas tuer la loutre. Mais malgré toutes les précautions prises par Stéphane, il arrive encore que cette petite maligne trouve une faille et s'y engouffre. Je vois en début d'année, elle est arrivée à s'introduire dans la piscine. Donc elle avait trouvé une faille au niveau d'un arbre. Elle montait dans l'arbre, elle a sauté par-dessus la clôture. Donc ça arrive très rarement, mais bon, ça arrive. Et donc le jour où elle est rentrée, elle m'a fait énormément de dégâts parce que bon, elle avait des loutrons. Donc ces loutrons, il faut que les apprenne à chasser et en même temps, il faut qu'ils se nourrissent. Donc là, elle va tuer à volonté. Donc ce matin-là... Elle fait des tares et elle les envoie. Ouais, ce matin-là, j'ai trouvé 15 kg de poissons morts. Ça veut dire le prélèvement et tout, c'est à peu près 25 kg de poissons. Oui, par rapport à la taille pour une nuit. Stéphane me conduit maintenant à travers les bois à la découverte de son nouveau domaine. Poussé par sa passion, il a acheté un terrain pour créer une réserve destinée aux petits mammifères. Je crée un havre de paix pour la loutre. Ton havre de paix, il est clôturé. C'est amusant que, ne serait-ce que pour le côté esthétique, t'aies pas commencé à découper tout ça. Ben non, parce que en fait, moi-même, j'aime pas bien les clôtures, mais dans ce cas de figure, c'est un avantage. Parce que si on veut faire un havre de paix, c'est pas en laissant des gens en accès libre qui vont tout piétiner, détruire des petites plantes remarquables, déranger la faune que ça peut fonctionner. Donc cette clôture, elle reste en place. Et les seules personnes qui ont accès sur ce site, c'est moi et des naturalistes éventuellement que j'accompagne. Et quant à la faune, elles ont déjà leur passage. On le voit ici, ben voilà, là ça, c'est une loutre qui passe ici. C'est un passage de loutre. Stéphane a installé au bord de l'eau un abri en bois permettant aux naturalistes d'observer cet animal qui chasse la nuit tombée. Là, en ce moment, on n'a que des loutres adultes qui viennent. Donc il y a un mâle, une femelle. Elles ont été ensemble quelques jours parce qu'elles se sont accouplées.
Donc vu que la loutre ne vit même pas en couple, maintenant elles sont de nouveau chacune reparties sur leur territoire. Ouais. Donc on risque de voir ou une loutre ou l'autre, soit le mâle, soit la femelle, puisque ici on est sur une zone qu'on pourrait appeler une zone de chevauchement de deux territoires. Bon, il ne nous reste plus qu'à attendre que la nuit tombe. La loutre n'a pas été très chanceuse. Jusqu'à ce qu'elle soit protégée en 1972, elle a été victime de son régime alimentaire. Elle a été piégée, tuée, chassée parce qu'elle était une rivale de l'homme pour la pêche. Elle avait par ailleurs une très jolie fourrure et elle était considérée comme nuisible. Les effectifs ont chuté jusqu'à frôler l'extinction. Depuis qu'elle est protégée, elle se porte certes mieux, mais il y a deux phénomènes qui continuent d'entraver sa croissance. Le premier facteur est la raréfaction et la fragmentation de son habitat, ainsi que la pollution de nos rivières, qui sont de plus en plus pauvres en poissons. Le second facteur est qu'elle a du mal à se reproduire. Elle ne donne naissance qu'à 1 ou 2 loutrons tous les 2 ans. Ces petits ont beaucoup de prédateurs. Leur taux de mortalité est donc élevé. Malgré sa protection, la loutre est toujours en danger. Stéphane Raymond a choisi de nous emmener ici pour une problématique bien précise. On a des loutres, on a ici une rivière, son bief, qui nous amène là, cette route départementale construite sur une digue, et juste là, l'étang de Méouze, 65 hectares de superficie. Et les loutres vivent entre l'étang et la rivière qui se situe juste là. Et donc sont amenées à traverser sans cesse. Et donc sont victimes du trafic routier. Donc le système est assez simple. Pas question de creuser la route pour une histoire de budget, enfin de faire des passages. On va utiliser une structure préexistante, c'est-à-dire le déversoir. Donc en fait, l'idée de part et d'autre de la route, c'est d'un côté d'empêcher la loutre d'accéder à l'étang en traversant la route, et de l'autre côté, quand la loutre veut repartir, de ne pas se retrouver bloquée dans le premier grillage. Donc ça, on lui barre le chemin en mettant un autre grillage au ras de l'eau. Voilà. Et si le cœur lui dit de repasser par là au retour... Elle est bloquée, elle ne va pas se faire écraser dans le sens où elle serait justement bloquée, si avec celui-là, elle serait bloquée au grillage sur la route. Quoi. Ouais, elle ne pourra pas franchir ni celui-là, ni rester bloquée entre les deux. C'est ça. Dans le Limousin, le trafic routier tue 10 à 15 loutres par an. Pourtant, même si ce n'est pas gagné, ce petit mammifère retrouve peu à peu la place qu'il occupait jadis. Des expériences similaires ont été tentées avec succès dans la Camargue, en Bourgogne et dans les Cévennes. La reconquête des espaces sauvages par la loutre est un signe incontestable de santé écologique. Dans cette nature qui nous entoure, tout se tient. La qualité de l'eau est la caractéristique d'un écosystème en bonne santé. Les bocages, eux, sont indispensables à la faune et à la flore de nos campagnes. Les bocages sont ces paysages où les champs et les prés sont entourés de haies et d'arbres. Ils forment la trame verte. Je quitte le Limousin pour l'Auvergne, une région qui regorge de bocages verdoyants. Mais avant d'arriver dans ce petit paradis, je fais une pause au bord de l'autoroute et là... Petit arrêt pédagogique, c'est un endroit magnifique. Bien dégagé. Alors ici, on a un exemple typique de ce qu'on appelle le désert biologique. Il y a quelques arbres, je ne vais pas dire aucun arbre à l'horizon, on va dire presque pas. 0 haie. Une haie en bordure de champ. Elle va abriter une certaine quantité de ce qu'on appelle des animaux auxiliaires de culture. Des oiseaux, des insectes, des amphibiens. Si on prend des exemples très concrets, on a par exemple une culture de maïs. Un de ces ravageurs s'appelle la pyrale du maïs. C'est un petit papillon. La chenille peut être consommée par exemple par les oiseaux. Un petit couple de mésanges peut consommer jusqu'à 10 000 chenilles par an. Dans une haie, on va trouver d'autres prédateurs de cette pyrale, tout simplement des guêpes ou certaines mouches. Et la plus connue des auxiliaires de culture, c'est quand même la coccinelle, qui mange les pucerons. Donc sans les haies, les cultures sont bien plus vulnérables. Et donc, on est obligé d'utiliser plus de pesticides pour arriver au même résultat. Ah, enfin des arbres et de la verdure. Thibaut Perret est technicien agroforestier pour la mission Haies Auvergne, un organisme financé par la région et les départements pour la promotion du bocage et des haies. Nos principales actions, c'est vraiment de travailler sur le changement au niveau de l'humain.
C'est un travail avec l'agriculteur, avec les propriétaires, pour revaloriser, redonner une image à la haie qui n'est pas seulement une perte de temps, une perte d'argent, mais qui peut être économiquement et fonctionnellement intéressante pour l'exploitation agricole. Souvent, dans les zones céréalières, on fait même de la monoculture, les haies, elles disparaissent. C'est un peu le malaise de notre temps, c'est que l'herbe champêtre est mal vue du monde agricole, surtout des céréaliers, alors qu'au contraire, c'est démontré, il y a vraiment un intérêt très important parce que si elle est placée au bon endroit, si on a une haie qui est placée perpendiculairement au vent dominant, donc d'ouest ou nord, suivant les exploitations, elle peut avoir un rôle vraiment bénéfique en termes de brise-vent. C'est-à-dire qu'une haie, on dit qu'elle protège 10 à 15 fois sa hauteur. Donc par exemple, si on a une haie qui fait 10 mètres, elle va protéger sur 100 à 150 mètres derrière les cultures. Dans le bocage, les haies sont, la plupart du temps, associées à un talus et un fossé. Ces deux éléments freinent l'écoulement de l'eau et favorisent son infiltration et sa purification. En collectant l'eau de pluie vers les nappes profondes, le bocage diminue l'intensité des crues. Les végétaux absorbent par ailleurs une partie des nitrates et autres polluants grâce à leurs racines, évitant ainsi leur transfert vers les cours d'eau. Si tu veux, les chasseurs. Ah, bougez plus, ne bougez plus. La chance. Tu as une chevrette et au moins un chevreuil sur ta droite dans le champ qui est là, debout. Ils sont pas trop effrayés parce que ils ont détalé, mais non, par étapes. Ils nous ont pas trop trouvé. On a eu de la chance. Là, on est sur un secteur où on a encore une densité de bocage qui est très importante. Et du coup, on a encore tout ce qu'on appelle ces corridors écologiques, ces trames vertes, qui sont présentes et qui relient les forêts, des bosquets, des haies, qui permettent de relier tous ces points de concentration, ces forêts. Et c'est un peu des veines, quoi. En fait, cette trame, ces haies, c'est des veines de circulation de gibier, de passage, qui permettent à toute cette faune de se déplacer, de trouver abri, nourriture quand elle veut, quoi. Le bocage forme une sorte d'infrastructure écologique pour tous les animaux de nos forêts. Il permet aux espèces animales et végétales d'assurer leur survie et de permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l'homme leurs nombreux services. 800 000 km de haies ont disparu depuis 50 ans à cause de la mécanisation et du remembrement rural. La nature s'adapte sans cesse aux paysages façonnés par l'homme. C'est le cas du lac de Der qui fut construit en 1938 pour protéger Paris des inondations. C'est un des lacs artificiels les plus grands d'Europe. Daniel Delorme est directeur de la réserve nationale du lac de Der. Il a fait toute sa carrière à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il m'emmène faire le tour de ce domaine immense. On est déjà en Champagne humide ici, donc c'est une région qui est faite d'étangs, de forêts, de marais. Donc il y a toujours eu beaucoup d'oiseaux, toujours eu beaucoup de diversité. Et donc le fait d'avoir créé ce bassin artificiel, la nature s'y engouffrait très vite, quoi. Il y a presque 6 000 hectares de réserve. C'est ça, 5 660. Le but de cette retenue d'eau est de maintenir un niveau constant des canaux parisiens. L'eau de la Marne, principal affluent du lac, est donc soit retenue, soit relâchée. Le lac de Der subit donc deux fortes variations de niveau. Les activités nautiques sont abondantes quand le lac est plein. Quand l'eau se retire, vers la fin août, ces activités se réduisent et le lac de Der devient la propriété quasi exclusive des oiseaux qui trouvent leur nourriture dans la vase. La zone humide existait déjà à l'époque. Il y avait une bonne diversité au niveau de la vie faune. Le lac a ajouté de l'abondance, je dirais. D'accord. Il faut plutôt voir les choses comme ça. Vous me racontiez alors tout à l'heure que finalement les activités nautiques et de pêche cohabitent bien sur le lac de Der avec la faune sauvage. Ça se passe assez bien, oui. C'est pas une réserve qui est mise sous cloche. Donc il y a à peu près 1 million de visiteurs sur la réserve. Alors essentiellement peut-être du tourisme bleu,
pendant la période estivale. Le tourisme bleu, c'est du tourisme nautique? Du tourisme nautique, des voiliers, du motonautisme quelquefois, donc des plagistes. En route vers l'autre rive. Il faut un permis de pêche pour ce lac. Les principales ressources en poissons sont laissées aux oiseaux. Un vrai régal pour les cormorans dont les effectifs peuvent atteindre 8000 individus en période de migration au mois de novembre. 1000 hectares de la réserve sont interdits aux hommes et entièrement dédiés à la faune et la flore locale. Et j'ai le privilège d'y poser le pied. Ouais, c'est une souche d'arbre. Oui, alors ici, c'est... Dans nos forêts, il y a quand même... Le chêne est bien représenté. Oui. Et en celte, le chêne s'appelle Der. D'où le nom du lac du Der. Du réservoir. Voilà. C'est un endroit particulièrement intéressant parce que au départ c'est quelque chose d'artificiel, quelque chose qui est construit pour juguler les crues de la Seine. Bon. Et puis quand on lui donne le temps, la nature elle s'adapte toujours. Aujourd'hui, quelques décennies après sa construction, eh ben, le lac de Der, qui était autrefois le réservoir Marne, aujourd'hui le lac de Der, c'est devenu une réserve formidable d'avifaune. Les milieux propices à la vie sont parfois surprenants. Et on peut trouver la nature sauvage au cœur de nos villes. Me voici à Lyon, au sommet de la Croix-Rousse. Je retrouve Hugues Moret, naturaliste, entomologiste et botaniste. Il m'explique que depuis des années, toutes sortes d'insectes, et notamment les abeilles, viennent s'installer en plein milieu de nos pâtés de maison. On a des études qui montrent clairement que des groupes de faune et de flore viennent se réfugier dans la ville. Alors ça peut être de façon temporaire pour le transit ou pour le refuge hivernal, etc. Ou ça peut être de façon plus permanente. S'agissant des abeilles, le déclin est lié à la perte d'habitat, à la perte de nourriture, de ressources alimentaires, la perte de sites de nidification, mais aussi à l'intoxication par les pesticides. Ce qui fait que si on empile ces données-là, la ville paraît intéressante pour les abeilles. Premièrement, il y a un abandon ou une réduction drastique des pesticides en ville, c'est-à-dire qu'on a un contexte chimique favorable pour les abeilles dans les zones urbaines et périurbaines. Là, on est passé au zéro pesticide. On a, du fait de la minéralité des espaces, donc des bâtiments, du goudron, du béton, etc., on a un réchauffement de l'atmosphère et du milieu. Donc il fait plus chaud en ville voilà, qu'à la campagne. Et plus chaud et plus sec. Globalement, dans une ville, on a 2 à 3 degrés d'écart en moyenne avec la campagne environnante. Sur des îlots de chaleur, ça peut être 7, 8, 10 degrés d'écart. Les abeilles, comme elles aiment la chaleur et la sécheresse, partielle, hein, évidemment, elles ne vivent pas en désert, elles se trouvent dans les villes des milieux tout à fait intéressants. Donc on a un contexte de nidification et un contexte bioclimatique qui est à ce moment-là intéressant. On a aussi un autre contexte qui les attire ou qui peut les sédentariser, c'est le fait qu'en ville, on a des gens qui mettent des fleurs sur les balcons, on a des terrasses qui sont fleuries, on a des îlots de voirie, on a des espaces intra-urbains, extra-urbains, on a des bords de route, on a un fleurissement permanent qui est allé sur toute l'année. Et ça, ces différents éléments combinés font que les abeilles viennent trouver en ville des espaces de nidification, des espaces dans lesquels elles sont peu ou pas intoxiquées et des espaces dans lesquels elles trouvent de la nourriture. Le parc de la Tête d'Or, on est à côté ici, nous donne un exemple tout à fait caractéristique de ça, c'est-à-dire qu'on a des espaces de jardin pratiquement à la française, bien taillés au cordeau, bien délimités, etc. Et à côté des espaces en friche. Dans cet immense parc du centre-ville, Hugues et son association Urban Bees ont installé des abris pour les abeilles. Ils en profitent pour sensibiliser le public aux problèmes que rencontrent leurs protégés. Ça, c'est les structures pédagogiques que vous utilisez. Voilà, ça c'est ce qui nous permet de montrer au grand public. Voilà, là on a des cocons. Là, tout le monde est mort, non? Non. Ça va sortir? Non, là c'est les cocons. L'année prochaine ils sortiront. L'année prochaine. C'est l'équivalent de la chrysalide du papillon là. D'accord. En fait c'est la nymphe. C'est là-dedans que la larve s'est transformée en nymphe. Là, ouais. Et de là va sortir l'adulte. Alors, pour sortir, elles se poussent les unes les autres? Ben, la première à sortir c'est la dernière pondue. La dernière pondue? Ça étonne toujours les gens. Ah oui. Mais non, on est 10 mois et demi après. Donc 3 jours d'écart entre stuff et stuff, 10 mois et demi après, il y a peu de différence. Oui. Et en l'occurrence, qu'est-ce qui leur permet de sortir? Le réchauffement de la terre, l'eau qui rentre qui va fragiliser la terre, le réchauffement de la chaleur qui rentre. La première est réchauffée, elle défonce la terre pour sortir, elle craque le bouchon de terre, elle sort, du coup la chaleur rentre, réchauffe le deuxième, etc. etc. Les abeilles sont nos amis depuis la nuit des temps. Ça fait 12 000 ans que l'on se régale de leur miel.
Mais elles ne sont domestiquées que depuis le XVIIIe siècle. C'est à cette période qu'on a commencé à développer la technique que les apiculteurs utilisent aujourd'hui, la ruche artificielle. J'ai décidé de rendre visite à Jean-Marie Barbançon. C'est un ancien vétérinaire. Il s'est reconverti à l'apiculture depuis une vingtaine d'années. Donc ici, c'est du miel, et ici, donc, le pain d'abeille. Inquiet de voir sa production baisser, Jean-Marie a fait analyser la nourriture de ses abeilles et en particulier ce fameux pain. Les premiers résultats qui sont tombés, et on est quand même un peu abasourdi de voir que dans le pain d'abeille, dans les pains d'abeille qu'on a soumis, on retrouve quand même des résidus à des taux même assez importants de néonicotinoïdes. Donc de pesticides. Alors, oui, de pesticides, insecticides. Hein. Et alors, est-ce que vos abeilles vont bien? Est-ce que mes abeilles vont bien? Mais ça dépend des endroits, ça dépend des années. Et alors, ici, souvent, elles ne vont pas bien, puisque je suis dans une zone de plaine de grande culture. Donc ce sont des cultures à risque. On arrive avec mon épouse pour attaquer la journée. Et puis on a une petite odeur sympathique de deltamétrine, enfin de D6 dans l'air. Par vent léger du nord, voilà, donc ça sent. C'est des mortalités d'abeilles à répétition. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est ici que je fais mes élevages, que je maintiens mes souches. Donc pour moi c'est grave. Alors si vous voulez filmer, là-bas, vous avez une colonie qui est en train de faire un vol d'orientation. On peut s'approcher? Oui, elles ne sont pas agressives. Ce sont des colonies, des abeilles qui volent, remarquez, la tête tournée vers leur ruche. Et vous voyez certaines qui sont un peu plus avancées que celles qui sont pile devant la ruche, qui sont en train de tourner en l'air. D'accord. Et qui repèrent la ruche par rapport aux arbres, par rapport au soleil, par rapport à tout un tas de paramètres. Malheureusement, il n'y a pas que les abeilles de Jean-Marie qui vont mal. Partout en France et en Europe, les apiculteurs constatent les dégâts. On a un taux de mortalité qui est quand même assez catastrophique en France, comme dans d'autres pays malheureusement. Alors perte d'abeilles, dans certaines régions de France, c'est des problèmes de reproduction graves, puisqu'on se retrouve des fois à 30% de reproduction qui ne marche pas. La santé des abeilles aujourd'hui, elle décline et ce déclin de leur santé, c'est finalement un signal d'alarme pour notre santé à nous. Le travail ces abeilles, elles sont en contact permanent avec l'environnement et cet environnement, c'est le nôtre aussi. Si elles sont contaminées à un moment ou à un autre, on le sera aussi si on n'est pas déjà. J'ai entendu une expression mignonne, on parle d'asile écologique. On dit que les abeilles cherchent l'asile écologique. Je pense qu'il faut les écouter les apiculteurs. Ils sont en train de nous faire passer un message important. La santé des abeilles est d'autant plus importante qu'elles sont chargées d'une mission essentielle à la vie de notre écosystème. Pour comprendre ce rôle primordial, je suis allée interroger Bernard Vessière, un des grands chercheurs spécialistes de la pollinisation. Les abeilles sont de loin les insectes qui sont les pollinisateurs les plus efficaces. Pourquoi? Il y a 4 raisons. Tout simplement parce que d'une part, d'un point de vue morphologique, elles ont des poils branchus. Et ce sont ces poils branchus qui vont leur permettre de transporter de grandes quantités de pollen sur leur corps. La deuxième chose, c'est leur comportement de butinage. Les abeilles, en fait, elles vont aller de fleur en fleur, mais au sein d'un voyage, le plus souvent, elles vont être fidèles à une espèce. Et ça, c'est essentiel parce que si vous mettez du pollen de courgette sur une fleur de tulipe, vous avez quand même peu de chances d'obtenir quelque chose. Là, l'abeille, elle va aller de fleur en fleur tout simplement parce qu'il y a un apprentissage du butinage. Et une fois qu'elles ont appris à butiner une fleur, elle est beaucoup plus efficace pour elles de rester sur les fleurs de la même espèce. Et donc, elles vont aller de fleur en fleur à travers le paysage. Donc, ce comportement de butinage est un deuxième facteur essentiel. Le troisième, c'est tout simplement le fait que les abeilles se nourrissent exclusivement de nectar et de pollen. Si vous cherchez les abeilles, vous n'allez pas chercher sur les feuilles ou sur les racines, c'est dans les fleurs. Donc les abeilles sont adaptées pour aller visiter les fleurs. Puis un dernier point auquel on pense rarement, qui est très important, c'est le fait que le pollen sur les abeilles reste viable pendant très longtemps. Très longtemps, ça veut dire jusqu'à 24 heures et plus. Si vous prenez les fourmis, par exemple, qu'on trouve aussi souvent dans les fleurs, en fait, elles ont le corps recouvert un petit peu d'acide formique et en quelques minutes, le pollen est mort sur le corps des fourmis. Alors que sur le corps des abeilles, il peut rester viable pendant très longtemps, je vous dis jusqu'à plus de 24 heures. Donc ces 4 éléments, les poils branchus, l'alimentation, le comportement de butinage et la viabilité du pollen font des abeilles des pollinisateurs par excellence.
Partout dans le monde, les agriculteurs ont su tirer profit du travail accompli par les abeilles. Et on ne les élève pas seulement pour leur miel. Aujourd'hui, on loue les services des abeilles domestiques pour polliniser. En Europe, comme aux États-Unis, on voit des camions qui transportent des ruches de champ en champ. C'est l'un des principaux revenus des apiculteurs. Grâce aux données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, nous avons pu mettre un chiffre sur la contribution de ces pollinisateurs à l'agriculture mondiale. 153 milliards d'euros. Les abeilles, elles, nous aident. Et nous, que faisons-nous pour elles ? La problématique des abeilles, en fait, elle concerne tous les insectes pollinisateurs. S'il n'y a pas de pollinisation par les insectes, notre vie va devenir un enfer. On perd 80% des plantes ont besoin des insectes pour se reproduire. Et 70% des plantes cultivées. Si on n'a plus d'insectes pollinisateurs, de ta ravissante tarte à la fraise, il te reste que la pâte. De ton petit-déj, il te reste les céréales. T'as plus de confiture, t'as plus de café, t'as plus de chocolat. Notre vie sera un enfer.